Comme l'a dit un artiste français, il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. S'il y a bien un livre de la saga que je pourrais relire indéfiniment sans me lasser, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Si le tome comprend de nombreux rebondissements, il regorge également d'une multitude d'informations des plus intéressantes. Évidemment, face à tant de densité, il est fort compliqué de relater l'intégralité des événements en un seul film. C'est pourquoi ce soir, j'ai décidé de vous raconter ce qu'il s'est véritablement passé après le meurtre d'Albus Dumbledore. Et vous allez voir que c'est bien plus tumultueux que dans le film. Allez, installez-vous confortablement, préparez une boisson chaude et de quoi grignoter, car cette partie de l'histoire est un petit peu longue à raconter. C'est parti pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé dans le chapitre 28 de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Mais avant de vous raconter ce qu'il s'est véritablement passé, recontextualisons brièvement la situation. Il faut bien comprendre que cet événement n'a rien d'anodin. Il est le deuxième conflit majeur de la Seconde Guerre des Sorciers et porte le nom de la bataille de la Tour d'Astronomie, également connue sous le nom de la bataille de la Tour frappée par la foudre. Et si on parle de bataille, c'est parce que les Mangemorts n'étaient pas seuls. Contrairement à ce que l'on a pu voir dans le film, les Mangemorts ne déambulaient pas dans une école quasiment vide et ne faisaient pas ce que bon leur semblait. Non. Dumbledore n'est pas parti en mission Horcrux en laissant l'école sans surveillance. Surtout avec ce qu'il se manigançait depuis les années précédentes. L'Ordre du Phénix était de fait là pour veiller au grain durant l'absence du directeur et allait se voir renforcé par quelques membres de l'armée de Dumbledore. Et oui, c'est que Harry n'était pas du genre à perdre le nord. Voici les directives qu'il donna à Hermione et Ron juste avant de partir de Poudlard. « Je n'ai pas beaucoup de temps, dit-il d'une voix haletante. Dumbledore pense que je suis venu chercher ma cape d'invisibilité. Écoutez, vous comprenez ce que ça signifie? Dumbledore ne sera pas là cette nuit, donc Malfoy aura à nouveau le champ libre pour agir. Tiens, il fourra la carte du maraudeur dans la main de Hermione. Il faut le surveiller, et surveiller Rogue aussi. Prenez avec vous tous les membres de l'AD que vous pourrez rassembler. Prends aussi ça. Il mit les chaussettes dans la main de Ron. Tu auras besoin de ce qu'il y a dedans. C'est le Félix Felicis. Vous le partagerez, donnez-en aussi à Ginny. Autant vous dire que les alliés de Voldemort reçurent un sacré comité d'accueil à leur arrivée à Poudlard, ce qui explique notamment pourquoi ils ne sont pas arrivés en même temps que Drago tout en haut de la tour d'astronomie le 30 juin 1997 ou 97 si vous préférez. Si vous avez envie de savoir ce qu'il s'est réellement passé entre leur entrée dans le château et la mort de Dumbledore, écrivez-moi Infiltration des Mangemorts à Poudlard en commentaire. En parlant de Mangemorts, je suis dans l'obligation de vous dire, même si cela va en décevoir certains, que Bellatrix n'était absolument pas présente durant cette bataille. Donc, oubliez son show sur la table de la grande salle et même sa petite danse devant le brasier qui était devenue la cabane de Hagrid, elle n'était pas là. En haut de la tour, sans compter Severus Rogue l'agent doublé et Drago, le groupe se composait d'Amicus et Alecto Caro, Corbani Axley, Thorfinn Raoul, ainsi que du sanguinaire loup-garou Greyback, qui, curieusement, portait ce soir-là une robe de mange-mort. Très certainement un gros caprice de ce dernier que le Seigneur des Ténèbres a gracieusement accordé. Après tout, tout est bon pour gagner un maximum d'alliés. Mais là n'est pas le sujet. Alors que Dumbledore vient d'être précipité dans le vide, Rogue ordonne le repli des alliés de Voldemort tout en attrapant Drago par le col et le précipitant vers la sortie. Pendant que la tour se vide peu à peu, Harry est en état de sidération. Il n'est plus entravé par le sort qui lui a été lancé, mais pétrifié d'horreur. Cependant, cela ne pouvait durer plus longtemps. Harry refuse de laisser Rogue s'enfuir. Son désir d'en découdre avec lui est bien trop grand pour qu'il le laisse partir à si bon compte. C'est là que commence la course-poursuite. Il enlève sa cape d'invisibilité et s'en prend directement au dernier mange-mort encore sur les lieux du crime, Corbani Axley, et lui lance un Petrificus Totalus. Il enjambe le corps de ce dernier et se jette à la poursuite de Severus Rogue. Il faut bien comprendre que dans la tête de Harry, tout se bouscule. Il pense encore qu'en attrapant Rogue, il pourra potentiellement changer le cours des événements. Il refuse de croire à la mort de Dumbledore. Mais en arrivant en bas des escaliers en colimaçon, c'est
c'est un nouveau coup de massue qui s'abat sur lui. Son école, et plus précisément le couloir faiblement éclairé en bas des escaliers de la tour d'astronomie, est dans un piteux état. Une bonne moitié du plafond s'est effondrée et jonche le sol, et s'accompagne de nombreux débris et de poussières volatiles causés par la bataille en cours quelques mètres plus loin. Harry n'y voit pas grand-chose. Alors qu'il tente de distinguer les alliés des ennemis, il entend la voix de Rogue ordonnant le repli immédiat des mange-morts. Je vous laisse imaginer la colère que ressent Harry au moment où il se rend compte que l'assassin d'Albus Dumbledore est sorti indemne de la bataille et tourne le coin pour s'enfuir avec Drago. Eh bien oui, l'Ordre du Phénix n'a pas connaissance de la situation actuelle et par conséquent l'a laissé passer sans encombre. La frustration devait être à son comble et le sang de Harry n'a très certainement fait qu'un tour. Et vous connaissez l'impulsivité d'Harry. Ni une ni deux, il court après Severus Rogue sans vraiment prendre en compte la bataille qui est en train de se dérouler devant lui. Et quelle grave erreur! Avant que Harry n'ait le temps de lancer un sort pour se protéger, Greyback lui tombe littéralement dessus. Harry est plaqué au sol, mais heureusement notre petit Gryffondor est vif. Il jette au loup-garou un maléfice du saucisson avant que ce dernier n'ait le temps de lui faire du mal. Je ne vous raconte même pas l'effort considérable que Harry a dû fournir pour se débarrasser du corps effondré sur sa personne. Mais il y est arrivé et c'est le principal. Libéré de l'emprise du loup-garou, Harry se jette au cœur de la bataille tout en esquivant un sortilège de la mort. Et la suite aurait bien mérité d'être dans le film. Au plein cœur de la bataille, le sol où se trouve Harry est une mare de sang. Et pendant qu'il tente de se frayer un chemin, il trébuche sur deux corps allongés à plat ventre sur le sol. Ami ou ennemi, Harry n'en sait rien et n'a pas le temps de s'en préoccuper. Car au loin, il aperçoit Ginny en plein affrontement contre Amicus Carro, qui esquive au mieux les sortilèges de Loris envoyés par le mange-mort. Pendant que ce dernier est trop occupé à vouloir faire du mal à sa jeune victime, Harry profite de l'occasion pour lui envoyer un maléfice d'entrave, qui envoie valser Amicus Carro quelques mètres plus loin contre un mur non loin de Ron, Remus Lupin et Minerva McGonagall qui affrontent chacun un mange-mort différent. Le chaos règne au milieu du couloir. Les sorts sont envoyés dans tous les sens, surtout de la part de Thorfinn Raoul qui est en plein duel contre Nymphadora Tonks. Comprenez qu'il est très difficile de se mouvoir sans se faire toucher par un sort destructeur. Mais Harry n'a pas le temps de trouver un stratagème pour s'en sortir sans encombre. Il fonce droit devant et doit rattraper Rogue à tout prix. Pour avoir une chance de le trouver dans cet immense château, il prend en chasse les carreaux qui prenaient la fuite juste à ce moment-là, jusqu'à se prendre les pieds dans un obstacle assez conséquent, le corps de Neville. Alors non, il n'est pas mort, mais terriblement mal au poing. Et c'est seulement après avoir pris connaissance de l'état de Neville que notre cher Harry, toujours à terre et par conséquent hors de portée, en profite pour donner un coup de pouce à Nymphadora Tonks en lançant un maléfice en pleine tête à son adversaire, qui était, je le rappelle, le principal acteur du chaos ambiant. Et c'est malin de la part de Harry, car le mange-mort blessé se replie et court en direction des carreaux, ce qui amène une légère accalmie dans cette affreuse bataille, et permet à Harry de se relever et de se lancer à leur poursuite. À ce moment précis, Harry ne pense qu'à une chose, il est évident pour lui que Rogue a une avance considérable, et que ce dernier et les autres mange-morts ont très certainement atteint l'armoire à disparaître dans la salle sur demande. Il est tellement préoccupé par cette éventualité qu'il n'entend plus les détonations et les cris dans son dos. Seulement le bruit de ses pas et de son cœur qui bat à la chamade. C'est une véritable course contre la montre. Il ne faut pas que les mange-morts atteignent la salle sur demande. S'ils sortent, ils gagnent cette bataille. Et c'est là que Harry trouve un indice au sol, ou plutôt ce que l'on pourrait qualifier de retournement de situation. Des traces de pas ensanglantés se dirigeant tout droit vers l'entrée du château. La conclusion possible face à ce constat est que la salle sur demande a été condamnée à un moment ou à un autre pendant la bataille, et qu'un des mange-morts n'a eu d'autre choix que de rebrousser chemin pour sortir du château et surtout du parc de Poudlard pour transplaner au plus vite. Je vous le rappelle, personne n'est autorisé à transplaner dans l'enceinte du château et ses extérieurs, à l'exception du directeur des lieux. Il reste donc un espoir à Harry
pour retrouver Rogue. Alors qu'il tourne le coin avec un petit dérapage contrôlé pour filer vers l'entrée, un maléfice lui siffle au creux de l'oreille. Il a juste le temps de se cacher derrière une des armures pour se protéger avant que cette dernière n'explose. Évidemment, il ne se retrouve pas nez à nez avec le mange-mort qu'il cherchait le plus, mais face à Amicus et Alecto Caro qui étaient toujours dans le château. Ce n'est pas de chance. Mais Harry n'a vraiment pas de temps à leur consacrer. Il les bombarde de sortilèges mais n'atteint que des portraits qui explosent sous le choc. C'est que dans la précipitation et dans l'inconfort dans lequel il se trouve, Harry a beaucoup de mal à viser ses cibles. Mais si Harry ne peut pas les arrêter, il a au moins réussi à les retarder et profite du chaos et des cris qui commencent à se faire entendre dans le château pour prendre la poudre d'escampette par un raccourci. Et pas n'importe quel raccourci pour les connaisseurs. C'est le fameux escalier dérobé qui se cache derrière une tapisserie et qui possède en son milieu une marche escamotable. Pour ceux qui ne voient pas de quel escalier je parle, je vous expliquerai ça à l'occasion, car il a amené quelques galères à Harry. Mais bon, revenons à notre histoire. En arrivant dans le couloir, Harry se retrouve encore une fois arrêté, mais cette fois-ci, pas par des mange-morts, juste par des poufs-souffles effarés en pyjama. Si Harry n'a pas de temps à consacrer à Amicus et sa sœur, il a encore moins de temps à accorder à des poufs-souffles et ne fait pas dans la dentelle. Il leur somme de dégager et pousse violemment Ernie Macmillan et ses pairs face à l'urgence de la situation. En descendant les marches de marbre, il constate que la grande porte en chêne a été fracturée, que le sablier géant des Gryffondor a été fracassé par un sortilège et que des traces de sang recouvrent l'entrée face à des élèves complètement terrorisés. Harry traverse le hall dévasté et se dirige vers le parc. Et bingo, au loin sur la pelouse, il aperçoit dans la pénombre 3 silhouettes. Celle de Drago Malfoy, Severus Rogue et Thorfinn Raoul s'approchant dangereusement du portail au-delà duquel le sortilège anti-transplanage était levé. Il fallait faire vite. En courant dans leur direction, Harry entend des cris et observe des jets de lumière non loin de la cabane de Rubéus Hagrid. C'est que Hagrid ne compte absolument pas laisser les mange-morts s'enfuir. Mais ils sont à 3 contre 1. Harry sent la panique monter en lui. Il est tellement affolé par ce qu'il se passe qu'il ne se rend pas compte que les mange-morts qu'il avait réussi à semer grâce à son raccourci sont désormais juste derrière lui. Et par surprise, Harry se prend un douloureux maléfice dans le creux des reins qui le fait tomber à terre et heurter sa tête contre le sol. Le sang coule à flot du nez de Harry. Il a mal, mais cela ne l'empêche pas de riposter et de rouler sur lui-même pour se cacher dans la pénombre. C'est que l'adrénaline le tient en alerte. Et c'est avec une chance miraculeuse que le maléfice d'entrave lancé par Harry atteint un des carreaux qui trébuche et emporte dans sa chute son binôme, ce qui laisse le champ libre à Harry pour se relever et rattraper Rogue. En s'approchant de plus en plus de sa cible, le jeune Gryffondor commence à apercevoir distinctement grâce aux rayons de la lune la silhouette de Hagrid, qui est à ce moment précis presque en mauvaise position. Thorfinn est en train de s'acharner sur lui. Il lui envoie une rafale de maléfices en continuité. Mais ce qu'ignore le mange-mort, c'est que Hagrid est un demi-géant. Il a par conséquent hérité d'une peau épaisse et solide qui le protège des maléfices. Et heureusement pour lui, car Harry n'a malheureusement pas le temps de venir le secourir. Il doit impérativement arrêter Rogue, car contrairement à Thorfinn, Severus et Drago n'ont cessé de courir et sont extrêmement proches du portail pour transplaner. Harry tente le tout pour le tout et envoie un sortilège de stupéfiction à quelques centimètres de la tête de son professeur. Severus ordonne à Drago de continuer à courir avant de faire volte-face. Ils sont à 20 mètres l'un de l'autre. Harry bouillonne de rage. Sa colère est si intense et sourde qu'il ne réfléchit pas et envoie un sortilège Doloris à Rogue. Évidemment, ce dernier part le sortilège impardonnable avant que son lanceur n'ait le temps de le jeter et propulse Harry non loin de Thorfinn, qui au même moment lance un sortilège de feu sur la cabane de Hagrid. Mais même si la cabane est en proie aux flammes et que Hagrid s'époumonne, rien ne détourne Harry de sa cible. Il tente à nouveau de lancer le sortilège Doloris, mais en vain, et la suite mérite d'être lue et non racontée. Harry le vit ricaner. « Vous n'allez quand même pas me jeter un sortilège impardonnable, Potter !» s'exclama-t-il, sa voix couvrant le rugissement des flammes, les cris de Hagrid et les aboiements frénétiques de Croque-Dur coincés dans la cabane embrasée. « Vous n'en avez ni l'audace ni la capacité. Battez-vous !» lui cria Harry. « Battez-vous, espèce de lâche !»
Vous m'avez traité de lâche, Potter, hurla Rogue. Lorsque votre père m'attaquait, c'était toujours à 4 contre 1. Alors je me demande comment vous l'appelleriez, lui. Stupé, paré, encore et toujours, jusqu'à ce que vous appreniez à vous taire et fermer votre esprit, railla Rogue en déviant une nouvelle fois le sortilège. Impédi, mais avant qu'il ait fini de prononcer la formule, Harry ressentit une effroyable douleur et bascula dans l'herbe. Quelqu'un hurlait. Il ne pourrait certainement pas survivre à une telle souffrance. Non, rugit la voix de Rogue et la douleur cessa aussi soudainement qu'elle était apparue. Vous avez oublié les ordres. Potter appartient au Seigneur des Ténèbres. Nous devons le lui laisser. Allez-vous-en d'ici, filez. Sectum. Rogue agita sa baguette et le maléfice fut à nouveau repoussé. Mais Harry n'était plus qu'à quelques mètres de lui maintenant et il voyait enfin distinctement sa tête. Rogue ne ricanait plus, ne se moquait plus. Rassemblant tout son pouvoir de concentration, Harry pensa Lévique. Non, Potter, s'écria Rogue. Il y eut un bang retentissant et Harry fut violemment précipité en arrière, tombant à nouveau sur le sol. Cette fois-ci, sa baguette lui sauta des mains. Harry était étendu par terre, sans baguette, sans défense, comme Dumbledore l'avait été lui-même. Le visage blafard de Rogue, illuminé par la cabane en flammes, était baigné de la même haine qu'il avait laissé paraître avant de foudroyer Dumbledore. Vous osez m'attaquer avec mes propres sortilèges, Potter? C'est moi qui les ai inventés. Moi, le prince de sang mêlé. Et vous voudriez retourner mes inventions contre moi, comme votre ignoble père, n'est-ce pas? Je ne crois pas que vous y arriverez. Non. Imaginez la désillusion de Harry en apprenant ça. C'est assez terrible quand on sait à quel point il était obnubilé par le prince de sang mêlé durant toute une période de sa 6e année. Comprenez qu'à ce moment précis, Harry est sans baguette et complètement anéanti. Rogue refuse de l'affronter et n'hésite pas à envoyer la baguette de Harry valser quelques mètres plus loin, juste pour être certain qu'il n'essayera pas une nouvelle fois de lui lancer un sort. Harry est tellement à bout de nerfs, impuissant et désespéré face à cette situation, qu'il dit à Rogue « Tuez-moi comme vous l'avez tué lui, espèce de lâche !» Évidemment, en traitant encore une fois Rogue de lâche, Harry s'est attiré les foudres de ce dernier. Et c'est un Severus Rogue à cran qui lui lance un sortilège cuisant, que Harry décrit comme un fouet chauffé à blanc qui lui frappe le visage et le plaque au sol. Alors la fin aurait pu être encore plus douloureuse pour Harry si Buck n'était pas intervenu. Oui, je parle bien de Buck l'hippogriffe. Cette brave bête a fondu sur Rogue quand il a aperçu ce cher Harry en danger. Si cette intervention fut une diversion parfaite et l'occasion pour Harry de récupérer sa baguette, elle précipita également l'évacuation de Rogue par le portail, ce qui acta la fin de la course-poursuite contre les Mange-Morts. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera l'envie de lire ou de relire le tome 6 de Harry Potter. Si mon travail vous plaît, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo à vos amis sorciers et à lancer votre meilleur expecto patro-like avant de transplaner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.